Pour être un pâtissier compétent et talentueux, il est important de maîtriser sa technologie. Connaître sa technologie, ça vous ouvrira des portes immenses sur la pâtisserie. Vous comprendrez enfin ce que vous faites. Vous comprendrez quel rôle a chaque ingrédient. Et de ce fait, vous pourrez adapter vos recettes, créer vos propres recettes, et progresser dans cet univers qui est si vaste. Ou alors tu es juste là pour enrichir ta culture personnelle sur les œufs. Dans tous les cas, ne perdons plus une seconde et commençons. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire une petite analyse de l'œuf. Alors sur le schéma que vous voyez, c'est un œuf vu en coupe. Et en 1, nous avons la coquille, bien sûr, comme la maison de l'œuf. C'est ce qui va protéger l'intérieur de l'œuf. C'est une enveloppe poreuse, qui est réputée fragile. Elle est constituée de minuscules petits orifices qui laissent passer l'air et l'humidité. Une barrière naturelle permettant de conserver l'humidité et protéger l'œuf des microbes. L'épaisseur de la coquille peut être variable en fonction de l'alimentation et des facteurs héréditaires de la poule. Il n'existe aucune vraie différence entre un œuf à coquille blanche et à coquille brune, par exemple. Ensuite, en numéro 2, nous avons la membrane, la première ligne de défense. C'est ce qui aide à contenir l'œuf en place. Ensuite, nous avons le chalase, c'est comme un petit cordon ombilical qui va maintenir le jaune d'œuf en place. Ensuite, nous avons le blanc d'œuf, ou l'albumine, qui pèse environ 30 grammes. C'est un petit peu le muscle de l'œuf. Il est très riche en protéines et pauvre en lipides. Il est idéal pour les mousses et les meringues avec son énorme pouvoir foisonnant, mais nous allons voir ça plus tard. Ensuite, nous avons la membrane du jaune d'œuf, celle qui va maintenir le jaune d'œuf protégé du blanc d'œuf. Le jaune d'œuf est beaucoup plus riche en lipides. Il fait entre 18 à 20 grammes. C'est un petit peu le nectar de l'œuf. Ensuite, en numéro 9, nous avons le point blanc puis l'embryon. C'est logique, c'est un œuf, c'est fait pour donner la vie. Et s'il est très visible, c'est un bon point pour la fraîcheur de l'œuf. Et enfin, en dernier, nous avons la poche d'air, là où l'œuf peut respirer. Mais attention, plus la poche d'air est grande, moins l'œuf est frais. Ok, petit tour rapide sur les valeurs nutritionnelles de l'œuf. Donc pour 100 grammes, nous avons environ 12 grammes de protéines, 6 dans le jaune, 6 dans le blanc, 10 grammes de lipides, uniquement présents dans le jaune, et pas mal de vitamines dans ce même jaune, comme la vitamine A, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, riche aussi en phosphore, en zinc, en antioxydants et en acide folique. Bon, ensuite côté pâtisserie, le jaune commence à coaguler à partir de 60 degrés Celsius et il cuit entièrement à 68 degrés Celsius. Le blanc lui commence à coaguler à partir de 70 degrés et coagule complètement vers 78 degrés. Et pourquoi l'œuf coagule? Eh bien sans rentrer dans les détails, les acides aminés, les protéines en gros, ce sont des chaînes de molécules et ce qui relie la chaîne entre elles, c'est les liaisons d'hydrogène. À partir de 65 degrés, ces liaisons vont rompre et donc les molécules d'acides aminés vont se lier entre elles, ce qui va donner un corps plus solide. Et plus la chaleur est haute, plus les liaisons vont se rompre rapidement. Comme par exemple pour une crème anglaise. Si vous la cuisez à 80 degrés, elle sera nappante, alors que si vous faites bouillir une crème pâtissière, c'est-à-dire que vous dépassez les 100 degrés, elle sera beaucoup plus épaisse, à cause des liaisons de l'œuf qui n'existent plus. Ok, maintenant on va voir l'utilisation et le rôle des différentes parties de l'œuf. Et on va commencer par le blanc d'œuf. Les blancs d'œuf sont bien souvent montés en neige, c'est-à-dire qu'on va incorporer de l'air dans les protéines de l'œuf, l'albumine. Ça va créer une texture légère et aérée. Elle est indispensable dans les meringues, les soufflés, les génoises, ou encore certaines mousses et pâtes à bombe. Les blancs d'œuf généralement sont là pour apporter de la stabilité aux pâtes et aux mousses, en permettant de maintenir la structure après cuisson, grâce aux fameux acides aminés qu'on a vus précédemment. Niveau texture, ça apporte de la légèreté et du moelleux au gâteau, et ça permet d'aérer les mousses. Ou aussi pour certaines mousses à base de fruits, on va utiliser un mélange de meringue italienne pour délayer les purées de fruits, et ensuite la mélanger avec de la crème montée. C'est pour éviter que la purée de fruits n'alourdisse trop la mousse. Pour monter des blancs en neige, rien de plus simple, il vous suffit simplement d'un fouet ou d'un batteur électrique. Ou les deux, c'est le mieux. L'action mécanique du fouet va venir couper les protéines de l'œuf, l'albumine, et en coupant ces protéines, de l'air va s'incorporer à l'intérieur. Plus vous montrez longtemps vos blancs d'œuf, plus ils prendront de volume. Mais attention à ne pas arriver au stade où ça graine, c'est-à-dire que les protéines de l'œuf ont absorbé beaucoup trop d'air et qu'elles ne peuvent plus les supporter. Et donc on se retrouve à avoir des grains dans nos blancs montés. L'astuce quand cela arrive, c'est de rajouter un blanc d'œuf cru et de remettre à monter en surveillant bien. Pour éviter que vos blancs en neige grainent, vous pouvez utiliser de la crème de tartre, à raison d'1 gramme de crème de tarte pour 100 grammes de blanc d'œuf, pour stabiliser la préparation et éviter que cela graine. Pour mélanger les blancs d'œuf, souvent dans les mousses, on va utiliser la méthode du 2 tiers, 1 tiers. C'est-à-dire qu'on va mettre un tiers des blancs montés pour délayer la préparation. On va mélanger énergiquement jusqu'à ce que ce soit homogène. Et ensuite on va rajouter les 2 autres tiers en mélangeant beaucoup plus délicatement pour éviter de casser les bulles. On comprend vite l'intérêt de délayer quand on commence à faire nos premières mousses. Ensuite, passons au jaune d'œuf. Déjà, il a un rôle d'émulsifiant. Oula, émulsifiant, qu'est-ce que c'est que ce mot barbare? Eh bien, c'est tout simple. Émulsifier, c'est simplement lier les molécules grasses et les molécules aqueuses entre elles. Car vous savez très bien que l'eau et l'huile, ça ne se mélange pas. Mais grâce à un émulsifiant, c'est possible et le jaune d'œuf en fait partie. Enfin, plus précisément la léchitine qui est présente dans le jaune d'œuf. Les industriels utilisent souvent de la léchitine de soja pour leurs émulsifiants car c'est beaucoup moins cher. Ensuite, bien sûr, comme on l'a vu précédemment, le jaune d'œuf c'est très gras. Ça apporte une texture riche, une onctuosité et une texture crémeuse aux préparations, que ce soit des crèmes, des flancs, des glaces. Le jaune d'œuf a vraiment un goût très reconnaissable et très particulier. Sans lui, beaucoup de pâtisseries seraient sèches, peu onctueuses et pratiquement sanguines. Bien sûr, le jaune d'œuf, ça a un rôle de coloration. Cela donne une belle couleur dorée aux pâtes et aux crèmes à la cuisson. Bien souvent, les jaunes vont être mélangés avec du sucre. Et là, il faut être très prudent car le sucre peut cuire les jaunes. Je m'explique. Comme vous le savez, le sucre absorbe l'eau. Et dans le jaune d'œuf, bien sûr, il y en a. Et donc, si vous venez à déposer un jaune d'œuf sur du sucre, le sucre va commencer à absorber l'eau du jaune d'œuf et va dérégler complètement ses qualités physico-chimiques.
C'est pour ça que dès que vous mélangez les deux ensemble, il faut bien les blanchir afin d'incorporer de l'air et éviter cette réaction de cuisson. Ensuite, bien sûr, petit aparté sur les dorures. Et le jaune d'œuf est bien souvent couplé avec de la crème pour faire les dorures. Soit c'est du jaune d'œuf et de la crème, soit c'est du jaune d'œuf et du lait, ou tout simplement des œufs entiers. Mais le jaune d'œuf est responsable de cette couleur qu'on est aux viennoiseries. Ensuite, passons aux œufs entiers. Bien sûr, les œufs entiers ont un rôle de structuration, c'est-à-dire qu'ils vont fournir une texture équilibrée au gâteau, pâte à tarte ou biscuit, en apportant aussi bien de l'onctuosité que de la tenue. Aussi, bien sûr, c'est un agent de liaison très puissant. Il aide à maintenir et à coller entre guillemets les ingrédients entre eux. Ensuite, c'est un agent d'humidité, c'est-à-dire qu'il va rajouter de l'humidité et de l'onctuosité au gâteau en les rendant beaucoup moins secs. Si je devais résumer ça rapidement, je dirais que les blancs d'œufs apportent de la légèreté et de la stabilité, les jaunes d'œufs apportent de la richesse et de l'émulsification, et les œufs entiers apportent de la structure et de l'humidité. Chaque partie de l'œuf a un rôle crucial dans la pâtisserie, et l'œuf en général est vraiment indispensable dans la pâtisserie. Regardons maintenant ensuite les différentes formes de commercialisation des œufs. Alors bien sûr, on a le classique, les œufs entiers, les œufs coquilles, vendus en alvéole de 30, à la douzaine, à la demi-douzaine. C'est les plus répandus et les plus connus. Mais en pâtisserie, il en existe d'autres bien différents. Alors déjà, nous avons les ovoproduits. Ce sont des bouteilles contenant des œufs pasteurisés. Ça peut être seulement des bouteilles de blanc, seulement des bouteilles de jaune ou des bouteilles de entier. Chacun ont des utilisations bien précises. Par exemple, les blancs sont très pratiques quand vous avez beaucoup de biscuits ou de meringues à faire. Les jaunes pour les crèmes pâtissières, bien sûr. Et les œufs entiers peuvent être utilisés dans les dorures, car ils sont filtrés et ne présentent donc pas de chalasse. Rappelez-vous, nous l'avons vu dans le schéma. Cette petite partie qui est gélatineuse et qui est embêtante quand on dort les viennoiseries. Ensuite, nous avons les ovoproduits concentrés, les ovoproduits en poudre, et enfin les ovoproduits congelés. De base, les œufs ne se congèlent pas, mais sont faits exprès en subissant un traitement bien spécifique. Bien sûr, l'utilisation des œufs en pâtisserie va varier suivant vos préférences et vos demandes. Par exemple, le prix des œufs coquilles et frais sont moins élevés, mais il peut avoir un risque de contamination à la casse. Car nous n'en avons pas parlé, mais sur les coquilles, il peut avoir des traces de salmonelle car les œufs ça sort des fesses de la poule. Les ovoproduits aussi prennent moins de place que les œufs entiers. Ils sont aussi plus rapides à utiliser, mais leur qualité organoleptique et leurs vitamines peuvent être légèrement en dessous des œufs frais car ils subissent une pasteurisation et donc peuvent perdre un petit peu à la chaleur. Tout ça est un équilibre à trouver. Bien, j'espère qu'avec tout ça, vous en savez un petit peu plus sur les œufs. Ensuite, niveau étiquetage, on voit souvent sur les œufs des chiffres. On se demande ce que c'est. Bien, je vais vous le dire. C'est vrai quoi, qui a eu l'idée de mettre des numéros là-dessus? C'est pour se référer sur le mode d'élevage et la provenance des œufs. Le premier chiffre, ça correspond au type d'élevage. 0, ça représente l'agriculture biologique. 1, c'est les œufs élevés en plein air. 2, c'est les œufs issus de poules élevées au sol. Et 3, c'est les œufs issus de poules élevées en cage, en élevage ou en batterie. Ensuite, les deux lettres suivantes correspondent au code du pays. FR pour la France, BE pour la Belgique, CH pour la Suisse. Et les derniers caractères identifient le numéro du producteur et donc le lieu éventuel de la ponte. Il faut savoir que le code n'est pas obligatoire quand on achète les œufs directement sur le lieu de la ponte, comme par exemple dans une ferme. Mais alors, quels œufs faut-il acheter? Eh bien ça va dépendre de votre budget. Car plus vous aurez de sous, plus vous pourrez vous procurer des bons œufs. Le principal étant bien sûr les œufs biologiques, car la poule sera élevée dans de bonnes conditions, avec une alimentation saine et adaptée. Elle ne sera pas en surproduction comme certaines poules de batterie. Car si vous ne savez pas, les grands industriels, pour que les poules pondent plus vite, raccourcissent les cycles jour-nuit. C'est-à-dire qu'ils vont allumer la lumière par exemple pendant 4 heures dans un hangar, puis ils vont faire nuit pendant 3 heures, et ils vont la rallumer pendant 4 heures. Et donc pendant une journée normale, il peut avoir 3 à 4 journées pour les poules. Et donc bien sûr, elles vont pondre chaque jour. Et elles vont se fatiguer de plus en plus et produire des œufs de moins en moins bonne qualité.